Vierge, vertueuse, intelligente, experte, rigoureuse, généreuse, esprit. Une abeille laborieuse, une récolte de bons grains. Elle devance la balance, une ouvrière de la conscience, une intelligence redoutable, une grâce infinie, un pont entre ciel et terre, une ombre et lumière, la chipoteuse de service, l'éternelle insatisfaite, la terre incarnée, une vierge folle, une sensibilité retenue, une quête d'océan, la mer qui veille, Déméter et Perséphone. C'est le dernier signe de l'été. Dans l'espace chamanique, on voit que c'est un signe de terre qui correspond à la lune de la moisson, dont le totem est l'ours brun, qui correspond au sud, dont la fleur est la violette, la couleur l'améthyste et la pierre l'améthyste, et le pourpre et le bleu. Donc en fait, on a vraiment une association entre la couleur de la fleur et l'énergie de l'améthyste. Elle appartient au clan de la tortue. Donc je vous mets la petite description en vidéo. Et là, je vais vous lire le poème que j'ai écrit sur la Vierge. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que en fait, c'était un signe que j'arrivais pas vraiment à ressentir quand j'ai démarré l'astrologie, étant donné que moi, dans le signe de la Vierge, j'ai pas beaucoup de placements. Et c'était important pour moi d'aller rencontrer l'énergie de la Vierge. Et là, du coup, en écrivant ce poème, il y a quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi avec le mythe de Déméter et de Perséphone et l'énergie de Cérès. Alors, Vierge, comme la terre promise, fertile en germination, par son abondante surprise, la vie offre les moissons. Intelligence vive, infirmière sacrée, accompagnante créative, une bouée dans l'eau salée. Ton esprit, voix spirituelle, nourrit et veille au grain, guide entre ciel et terre sagement le bon pain. Ton idéalisme acerbe au service du bien-être n'est pas toujours accepté tant est forte ta quête. Corps et âme engagés au service, tu invites par ton cœur animé, tu repousses les limites. Le vivant instant et le corps sont la terre quotidienne, la croissance et l'effort dont tu es la gardienne. Ton sens du devoir est ta grande fiabilité, comme Déméter dans le noir qui remonte à la clarté. Au royaume des morts sous la terre cachée, dans ton esprit trésor ou martyr sacrifié, dans ta psyché sublime, se côtoient les beautés des espaces intimes et des mots oubliés. Si tu perds en détail, c'est que tu veux contrôler, car ta mission est de taille dans l'infini de tes pensées. Trouve la douceur en toi, le calme et la tempérance, car vierge folle, parfois tu te crées des souffrances. Libère-toi des carcans, sors de tes dualités, utilise ta sensualité pour t'ouvrir au présent. L'océan des grands poissons t'inspire et t'appelle, te rend fort, plus féconde, écoute l'hirondelle. Son nid fait, laisse envoler l'attentive et sereine, gardienne du foyer, car elle en devient la reine. Je vais continuer un petit peu cette interprétation dehors, au soleil, dans la nature, avec le bruit de l'eau, pour pouvoir profiter encore des énergies de cet été et aussi pour vous faire remarquer qu'il y a toujours des décalages entre la saison zodiacale et le calendrier classique.
puisque l'entrée de la Vierge, du Soleil dans le signe de la Vierge va marquer l'entrée de la période de l'automne. Et pourtant, nous ne sommes pas encore à la fin de l'été. De même que le mois de mars, avec l'entrée du Soleil dans le Bélier, va marquer l'entrée vraiment du nouveau cycle et du printemps. Donc il y a toujours ce petit décalage qu'on peut sentir. Et moi, je sens déjà effectivement que dans l'énergie, dans mon corps, dans ma vibration, je commence à sortir de l'été alors que nous avons eu tellement de mal à rentrer dedans de par effectivement les variations climatiques et les propositions un peu hasardeuses du ciel. Alors, je vais commencer par une étude des transits du mois de septembre pour que vous puissiez voir un petit peu dans quelle vibration on va être. Alors oui, effectivement, on est dans la vibration de la Vierge, de ce signe qui marque le tournant vers l'autre partie du zodiaque. Nous allons rentrer à partir de maintenant dans ce qu'on appelle la partie nuit du zodiaque, c'est-à-dire qui comprend l'automne et l'hiver. Alors, dans les transits les plus lointains et les plus grands, on va avoir la planète Uranus qui est en mode rétrograde, donc son énergie, elle est comme un petit peu plus douce, on sent un peu moins l'électricité dans... Donc l'énergie d'Uranus qui, du coup, va se retrouver toujours en mode rétrograde à partir du 1er septembre jusqu'au 30 janvier 2025. Donc ça fait une longue période quand même pour Uranus qui démarre cette rétrogradation début septembre. Ça va vraiment calmer un peu l'électricité qui est dans l'air. Ça va nous permettre aussi un petit peu de calmer des parties qui sont en réaction, qui sont activées et du coup qui portent une teinte de rébellion aussi. Mais on a toujours notre cœur altruiste qui est là, qui travaille et qui a besoin d'être nourri. Et voilà, donc ça c'est un premier mouvement dans le ciel. Le 9 octobre, donc là on déborde un petit peu de septembre, mais on va s'y préparer. On a Jupiter qui va rentrer aussi en mode rétrograde à partir du 9 octobre et jusqu'au 4 février 2025. Donc ça va comprendre tout l'automne et l'hiver. Donc un Jupiter qui quand même a une couleur, une intention très enthousiaste, une couleur de feu, le feu des cendres, hein, Jupiter, qui est le deuxième soleil du système solaire, qui nous permet d'être en lien avec notre enthousiasme, avec notre joie, avec notre chance, avec notre atome de joie profondément ancré en nous. J'aime beaucoup le signe du Sagittaire, qui d'ailleurs est compris dans mon ascendant, et qui donne un petit côté... nos limites, qui a une quête intérieure qui est très puissante et qui a besoin comme ça d'une expansion à l'extérieur de lui. Le Sagittaire, il est celui qui va partir avec un sac à dos à l'autre bout du monde, qui n'hésite pas à entamer des grandes études, qui n'hésite pas à se confronter à la loi, qui va devenir un militant, qui va aller vraiment chercher. C'est une énergie qu'on a tous en nous, qui nous demande d'aller chercher plus loin que les conditionnements et les limitations que nous nous posons et qui nous sont dictées par nos éducations, etc. Donc quand Jupiter passe en mode rétrograde, il est moins enthousiaste, il est un peu moins enclin à bouger, il va être un peu plus, il va apporter un petit peu moins de réussite, peut-être un peu moins de chance. Donc c'est à nous d'aller compenser en nous ce petit déficit, même si c'est pas vraiment comme ça que c'est perçu, cette rétrogradation de Jupiter, pour permettre quand même de garder vivant cette spontanéité en nous. Le Soleil, il va rentrer en Vierge, donc il est rentré en Vierge le 23 août et il rentrera en Balance le 23 septembre. Donc on a un mois, un cycle, et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous décrire un petit peu l'énergie de la Vierge pour que vous sentiez bien la couleur de ce Soleil. Comment le Soleil, qui est quand même un astre de conscience, va venir éclairer cette énergie en nous.
Et puis la Vierge, c'est ce passage entre le ciel et la terre, puisque je vous ai donc dans mon petit poème, il y a une petite erreur. En fait, c'est pas Déméter qui redescend sous terre, mais c'est sa fille Perséphone, ou appelée aussi Proserpine. J'en parle souvent dans mes vidéos de cette énergie parce que j'aime énormément faire des liens entre les signes, et aussi j'aime énormément comprendre ce qui nous anime à l'intérieur et comment ça peut se traduire en énergie, en vibratoire. Et du coup, Déméter, c'est la partie en nous qui veut contrôler, qui veut garder la sécurité. Ça, c'est le côté un peu contrôlant de la Vierge, qui programme, qui organise. Il ne faut pas déroger, il ne faut pas déranger. La Vierge, elle se met au service. Elle a un très grand cœur. Elle a vraiment une intelligence émotionnelle qui est fine. Elle est subtile. Elle a énormément de qualités intellectuelle et de mise en place dans la matière des choses. Par contre, il y a un moment, elle peut aussi se perdre parce qu'elle a peur d'aller dans ses ombres. Tout ce qui est en dehors de sa zone de contrôle, de sécurité, de sa zone, même parfois si c'est désagréable, hein, elle connaît. Donc, comme elle connaît, elle reste dedans. Et on peut dire aussi quelquefois que la Vierge, elle tourne en rond, elle peut même en devenir folle, parce qu'à un moment, elle pète les plombs. C'est ce qu'on appelle aussi les poussées de Vierge folle en nous. C'est qu'à un moment, à trop contrôler les choses, le barrage, à force de se faire taper dessus par une eau forte qui veut s'écouler, et le refus de laisser circuler l'énergie peut effectivement faire un peu péter les plombs des fois. Donc attention à cet abus de l'énergie de la Vierge, mais l'énergie de la Vierge, elle permet aussi justement de passer des 6 mois d'été de lumière vers la partie plus sombre et vers les ombres à l'intérieur de nous. Parce qu'il ne va pas falloir s'idéaliser sur la chose. Tout cycle passe par une naissance, un déploiement, une apogée et un déclin, pour retourner à une mort, à une transmutation et une renaissance, que ce soit les graines, la nature, la vie, la mort, pour les êtres vivants, de l'enfance et le vent qui se lève, de l'enfance jusqu'à la vieillesse si on a la chance de vieillir. En tout cas, quand on aime, d'un seul coup, on n'aime plus. On a travaillé suffisamment de choses en nous, d'un seul coup, on a des vieilles peaux, on a des mues à faire, on n'a plus besoin de tout cela. Alors, la Vierge, elle permet de commencer ce travail, que la Balance va continuer en cherchant des points d'équilibre pour pas tomber au fond d'un trou, et que le Scorpion va vraiment attraper par la peau du cou. Alors la Lune va rentrer en Vierge entre le 3 et le 4. Donc ce qui est très intéressant, c'est quand la Lune est dans son signe, la couleur de nos émotions, la couleur de nos besoins va vraiment être teintée pendant 2 jours du mois, beaucoup plus fortement en fait. Et ce sera le 3 et 4, donc c'est-à-dire à l'entrée à cette nouvelle Lune qui va avoir lieu justement dans le signe de la Vierge. Ça sera plus fort dans cette énergie-là. Voilà. Mercure sera en Lion et il va redevenir direct puisqu'il était en mode rétrograde le 29 août, et il va passer en Vierge le 10 septembre, puis en Balance le 27 septembre. Donc Mercure, quand il est dans le signe de la Vierge, il se sent à l'aise puisque c'est la planète de la pensée, de la communication, et que la Vierge, c'est son domaine de prédilection également. Alors Mercure, c'est de l'air, la Vierge, c'est de la terre, donc c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais on va ressentir quand même que notre pensée va pouvoir se structurer, il va y avoir du tri dans notre tête. Il y a des choses qui vont, on va faire des to-do list peut-être, on va organiser notre entrée, les plannings, se mettre des objectifs, les bonnes résolutions. Bon, on ne sait pas pourquoi tous les ans il y a des bonnes résolutions comme ça qui sortent de nulle part, qu'on tient ou qu'on ne tient pas d'ailleurs. C'est cette énergie de la Vierge qui s'anime en nous, et ce Mercure, il va nous inciter, il va appuyer sur ce besoin d'organiser notre pensée et de faire des choses. Vénus sera en
Balance le 30 août jusqu'au 24 septembre où, où elle va rentrer en Scorpion, au moment où le Soleil va lui rentrer en Balance. Alors évidemment, Vénus, quand elle est en Balance, elle est bien. On a une Vénus qui est très sensuelle, qui est très agréable, qui est très tournée vers l'esthétique, vers l'art, qui cherche à développer ses valeurs, des femmes qui ensemencent leur abondance, leur terre intime, etc. Donc là, on a une Vénus qui est plutôt légère, soutenue par l'été indien, quelque chose d'assez doux dans le féminin et dans l'énergie de Vénus. Quant à Mars, lui, il entre en Gémeaux. Non, Mars est en Gémeaux et il entrera en Cancer le 5 septembre, donc juste après la nouvelle lune, et il y restera jusqu'au 5 novembre 2024. Donc un Mars en Gémeaux, bon, bah, il deal avec de l'air, donc l'air attise le feu, donc on a pu voir lors des dernières explications, lors de la dernière vidéo, qu'il y avait beaucoup de conflits avec Mars, et là ça va pas vraiment s'alléger, puisque on va voir que dans les études de la nouvelle lune et de la pleine lune, on a un Mars qui est très confronté, et ça va faire remonter beaucoup de choses au niveau de notre masculin, au niveau de notre capacité d'agir et notre motivation. Il peut y avoir comme des tensions assez fortes. Et ensuite, quand Mars va rentrer en Cancer, il sera plus doux, mais il va y avoir quand même une énergie de travail de fond dans le ventre qui risque de rester un peu inconfortable. C'est du feu qui tombe dans l'eau, c'est pas forcément toujours hyper agréable. Donc Jupiter est en Gémeaux, puis il va rétrograder, comme on a dit, à partir du 10-10 jusqu'au 4 février 2025, je l'ai dit en introduction. On a un Saturne rétrograde, puis depuis le 30 juin. Donc c'est pareil, notre capacité à prendre nos responsabilités, à structurer les choses, à se projeter dans une matrice cohérente, est en mode rétrograde. Donc là, pour l'instant, il peut y avoir comme un peu d'incapacité à agir, il peut y avoir des freins, il peut y avoir des choses comme ça qui nous dérangent encore avec l'énergie de l'autorité, des conflits avec le patriarcat. On voit que Vénus, là, en plus, tout le mois de septembre, elle est en conflit avec le masculin. Il y a quelque chose qui dérange l'énergie féminine. Donc Saturne en Poisson sera rétrograde depuis le 30-06 jusqu'au 16 novembre 2024, où il reprendra sa marche directe. Vous voyez, là, on a toute une période à l'automne où les rétrogradations vont continuer. On va avoir comme quelque chose qui descend dans l'énergie, justement pour peut-être on soit à l'écoute de ce qu'on a besoin de recentrer à l'intérieur. Et puis Saturne, bon, c'est pas toujours le plus rigolo du zodiaque, mais par contre, il est quand même très intéressant parce que il nous aide actuellement à sortir des illusions. On a parlé d'Uranus déjà. Donc Neptune est aussi en mode rétrograde en Poisson au 29e degré, très karmique du Poisson, depuis le 3 juillet jusqu'au 8 décembre 2024. Donc il fait partie du grand lot des planètes spirituelles qui vont se mettre un petit peu en retrait. Et je pense que là, on va avoir vraiment un travail très puissant qui va se faire au niveau de notre personnalité. Et même si le spirituel et les planètes spirituelles sont très importantes, là, elles travaillent en arrière-fond parce qu'il va nous être demandé d'agir sur notre personnalité avec les planètes personnelles les plus proches, c'est-à-dire de Mercure à Saturne. Et puis Pluton, qui est sur le 0 degré en mode rétrograde du Verseau, le 3 septembre, il va retourner en Capricorne, toujours en mode rétrograde, jusqu'au 12 octobre, où il repassera en mode direct jusque sur le 29e degré du Capricorne jusqu'au 20 novembre 2024. Donc,
on va faire une répétition de c'est quoi Pluton en Capricorne. Pluton, c'est l'alchimiste du zodiaque, c'est le grand transformateur. Quand il est dans une énergie, il vient la bousculer, il vient la confronter pour qu'il y ait des changements qui puissent s'opérer. Et Pluton en rétrogradation en Capricorne, ça nous rappelle toute la période des dernières années où il a labouré la terre froide du Capricorne pour faire sortir les vieux schémas, les vieilles institutions et confronter tout ça à l'énergie du Verseau dans lequel il rentre, qui est une énergie de nouveauté, de création, assez belliqueuse aussi parfois, et très novatrice et beaucoup plus altruiste. Donc là, c'est comme si Pluton retournait un petit peu voir son vieil ami en lui disant: est-ce que tu as bien compris tout ce que tu dois lâcher? Donc en nous, ça se traduit comment? C'est: est-ce qu'on a bien regardé dans nos lignées? Est-ce qu'on a bien regardé notre rapport à la société, à nos schémas? Comment est-ce qu'on a envie d'interagir encore dans ce monde, dans ce vieux monde qui se délite? Est-ce qu'on a trouvé des moyens alternatifs? Est-ce qu'on s'organise pour fonctionner autrement maintenant, ou est-ce que advienne que pourra, on se laisse porter, et là on pourrait bien avoir des mauvaises surprises, parce que aujourd'hui il nous est demandé de passer à l'action, même si Mars est un peu va être mal à l'aise pendant le mois de septembre. Quand même, il y a une énergie d'action qui pousse très très fort en nous, et la passivité ne sera pas récompensée. C'est mon point de vue, ce n'est pas un jugement, c'est la passivité ne sera pas récompensée. Parce que il y a un moment, Kindimo consent, et on parle bien d'être planqué dans un coin et de laisser les autres partir au front. Donc là, il y a un moment, c'est à tout le monde de se mettre en action pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Alors, Pluton va repasser au degré zéro du Verseau fin novembre, et cette fois-ci, il y restera jusqu'en janvier 2044. Donc là, il va vraiment, en fin d'année 2024, rentrer dans l'énergie du Verseau, mais le dernier coup de collier, le dernier effort qui va être fait risque d'être quand même assez confrontant. Et puis, donc, on aura le 3 septembre, la nouvelle lune dont on va parler, sur le 11e degré de la Vierge à 1h57, et le 18 septembre, la pleine lune, sur le 19 degré du Sagittaire à 6h07. Donc, je vais poursuivre avec un audio de présentation de la nouvelle lune. Sur les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu mardi 3 septembre à 3h56 ou 1h56 en temps universel. Donc ce que j'ai pu observer directement dans cette carte de nouvelle lune, c'est l'ascendant en Lion, très joyeux, très enthousiaste de renaître à lui-même, qui est assorti de la part de chance de Fortuna. Donc on a déjà comme introduction un ascendant comme ça qui n'a pas envie a priori de lâcher tout de suite le côté chaleureux, joyeux, créatif, cœur d'enfant du signe du lion, et qui fait durer un petit peu cette énergie encore, puisque nous venons de sortir du signe du lion. Et puis, il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette nouvelle lune, comme par exemple, nous avons à nouveau une zone interceptée qui se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, et qui va impliquer Pallas, Mars, Jupiter et Uranus, qui se retrouvent être finalement mise un petit peu dans un état d'observateur, un petit peu en sourdine, ces 4 planètes et astéroïdes qui vont avoir un peu de mal à exprimer pleinement leur énergie, d'autant plus que certaines vont en plus rentrer en mode rétrograde, comme j'ai pu vous le présenter lors de l'introduction. Donc effectivement, je pense que là, nous étions sur le dernier cycle de lune
dans une conjonction assez proche de Mars et Jupiter. Et là, cette conjonction s'éloigne, se termine, encore un petit degré, et puis la tension se libérera. Ça n'empêche qu'à cette nouvelle lune, on a quand même une planète Mars qui semble générer de la frustration. Je le ressens comme un peu mauvais joueur dans le groupe des amis en maison 11. Il est comme irritable, et il va créer des fortes tensions avec différents éléments de la roue zodiacale. Et c'est pour ça que je démarre avec ce Mars qui semble ne pas vouloir lâcher de terrain pour permettre, notamment avec ce carré édifiant apex même que Vénus vit dans le signe de la Balance, qui est en carré avec Mars. Donc les deux planètes personnelles qui nous parlent de notre capacité d'agir et de notre façon d'aimer et de nos valeurs, de notre motivation, etc. Là, on a une tension assez forte, puisque aussi bien Mars que Vénus sont en apex et en carré, à eux-mêmes et à d'autres éléments d'ailleurs. Donc le Mars, il fait carré à Vénus, mais fait aussi carré à Neptune, à l'axe d'incarnation et aux lunes noires. Quant à Vénus, elle est en carré à Mars, et elle fait des oppositions aussi à Neptune et au nœud nord, ainsi qu'au milieu du ciel. Donc on a dans nos polarités, là, des tensions d'évolution, hein, qui sont assez fortes et qui vont concerner les signes d'air, que sont par exemple le Gémeaux et la Balance. Donc on peut dire que des personnes qui auraient beaucoup d'énergie en Balance ou en air pourraient être de façon plus directe concernées par des tensions internes. Se situant dans la maison 3, Vénus, avec la conjonction que vous pouvez observer avec les lunes noires et Junon et le nœud sud, on peut comme supposer qu'il pourrait y avoir des remontées de blessures, de traumatismes inconscients en lien avec la fratrie, avec notre environnement proche, avec notre féminin, avec nos talents, avec nos dons, avec nos capacités, avec tout ce qui émane de notre inné, et aussi dans la relation de couple avec l'idéalisation, puisque la belle Junon se retrouve également dans cet amas qui est au carré de Mars et au carré de Cérès. Donc ce double apex, enfin cet apex entre Mars et Cérès, qui retentit fortement sur Vénus et les lunes noires et le nœud sud, montre que la recherche d'équilibre dans les polarités risque d'être compliquée, qu'il peut y avoir des traumatismes liés à du transgénérationnel, voire du karmique, qui remonte, et c'est pas la première fois que je vous en parle, où là il y a comme un point chaud, où peut-être nous allons devoir faire des choix, puisque la planète Cérès, qui est aussi un des maîtres du signe de la Vierge, se trouve elle aussi en Terre, en Capricorne, et qu'il y a une opposition à Mars et un carré avec Vénus et l'axe d'incarnation. Donc on se retrouve avec comme si nous avions des choix cruciaux à faire pour nous sortir des méandres, des boues, des abysses intérieurs de notre féminin blessé, et que la planète Mars ne semble pas être un allié favorable durant cette lunaison, même si on a dit en introduction que Vénus était très heureuse en Balance. Quand on la voit assortie de ses lunes noires du nœud sud et de Junon, on a peine à imaginer une Vénus douce, équilibrée, se souciant de façon superficielle de certaines choses. Là, on la voit plutôt projetée dans les profondeurs d'elle-même, en train de chercher un équilibre et une équité. Donc l'équilibre, c'est l'équité et la liberté en elle, issu de tous les traumatismes et de toutes les blessures qui remontent, notamment les abus qui ont été faits sur elle, les abus dans le couple, puisque Junon est impliqué,
je dirais pas que c'est une période à franchement tomber amoureux et à s'épanouir dans la relation puisque, il serait plutôt question là d'aller observer toutes les parts féminines, les parts blessées dans nos couples, dans les couples de nos parents, dans nos lignées et de remonter ça à la lumière, de laisser le vent des signes, d'air, souffler un petit peu sur tout ça pour les dissiper, les faire partir au loin. Donc je pense que nous allons travailler dans le domaine de la fratrie et des amitiés, puisque c'est la maison 11 aussi qui est impliquée, ainsi que dans notre corps, puisque la maison 6 est dans notre travail, puisque la maison 6 est impliquée également. Donc les personnes du signe de la balance qui auraient des planètes autour du 5 au 8e degré de la balance risquent d'avoir au moment de la nouvelle lune des remontées émotionnelles assez fortes, d'autant plus que Neptune, la planète de la spiritualité, notre bonne étoile, mais aussi la reine des illusions, est aussi en opposition à Vénus et au nœud sud et aux lunes noires. Donc là, on a des marqueurs féminins qui sont tendus. Hein. Il y a quelque chose quand même qui ne semble pas être facile à faire passer. La dominante de cette nouvelle lune se situe en Terre, puisque nous avons une très très forte concentration d'énergie des planètes en Terre, avec peu d'eau, peu de feu et un petit peu d'air, ce qui fait qu'on a quand même toujours cet air qui va attiser le feu pour pas qu'il s'éteigne, mais là on est vraiment dans une vibration de terre, on rentre dans un signe de terre avec la Vierge, et là on a ce besoin d'ancrage et de se poser dans la terre de la Vierge pour pouvoir se sécuriser, s'organiser, et c'est ce qui va nous faire du bien. Pourtant, dans les énergies cardinales fixes et mutables, on a aussi une très grande énergie mutable qui nous pousse à bouger, à faire des bilans, à changer. Oui, on ferme un cycle de 6 mois de printemps-été pour entrer dans un nouveau cycle, donc quelque chose qui est en train de se digérer dans le mutable pour pouvoir se déposer dans le cycle qui s'engage de 6 mois, ainsi que à la nouvelle lune dans le cycle de 28 jours. Soleil et lune sont conjoints dans le signe de la Vierge qui est à l'honneur, et je souhaite une très très bonne révolution solaire à tous mes amis du signe de la Vierge. Vous avez Vesta également dans votre signe qui est là comme un rappel que votre feu sacré est ce qu'il y a de plus vital en vous, et que votre chi, votre énergie vitale, c'est ce que vous devez conserver, ce que nous devons tous entretenir, parce que quand il n'y a plus de jus, plus d'énergie vitale, et la vie s'arrête. Hein. Donc nous devons tous faire attention à garder cette Vesta très, très vivante en nous, et il se trouve que là, elle est à proximité du soleil, et donc ça donne un petit peu de feu au feu, et ça nous fait du bien justement pour pas que la chaleur nous quitte trop vite. Il y a quand même une opposition dans cette nouvelle lune avec Saturne en Poisson, qui lui se situe en maison 9. Opposition du Soleil à Saturne, c'est toujours des tensions d'autorité. Il y a un petit peu il pourrait y avoir comme des combats de coqs qui seraient proposés, et puis il y a des freins sur le plein rayonnement de la personnalité, puisque Saturne, il fait ce qu'il peut depuis plusieurs mois pour essayer de sortir tout le monde des illusions tenaces du Poisson, mais il se retrouve lui-même un peu noyé dans cette énergie au bout d'un moment, et avec cette opposition au Soleil, c'est comme si on était un petit peu empêché de prendre nos responsabilités, un peu... oui, on voit ce qu'il faudrait faire, mais il n'y a pas l'élan, il y a pas la structure encore qui peut nous porter, donc il y a quand même quelque chose qui
qui ne s'accomplit pas pour l'instant. Neptune conjointe avec le nœud nord qui lui se situe en bélier va nous montrer que la quête d'équilibre spirituel, la recherche de notre ADN d'amour à l'intérieur se continue, qu'elle est toujours bien vivante, et c'est très intéressant que cette bonne étoile se rapproche de notre axe d'incarnation de l'humanité qui lui cherche toujours à retrouver son identité. On est dans une fin de cycle de dilution absolument terrifiante. Nous n'avons plus de repères, nous ne savons plus à quel sein nous vouer, si ce n'est peut-être prendre confiance en notre nature authentique, peut-être aussi c'est le travail que finit de faire Uranus en taureau avant de changer d'énergie dans quelque temps pour entrer dans le signe des Gémeaux. Cet Uranus en taureau, il nous rappelle que le plus important, c'est de réformer nos pieds sur cette terre et de trouver ces voies alternatives pour nous permettre de survivre. Et Uranus, là, il n'est pas très en forme parce qu'en mode rétrograde, en taureau, dans la zone interceptée, le rebelle, il est un peu ramolli, il est un petit peu, il est en mode introspectif. Donc on ne peut pas trop compter sur l'énergie enthousiaste de Jupiter, on ne peut pas compter trop sur l'énergie non plus de notre ami Uranus. Donc que se passe-t-il? On est là un peu à errer dans toutes ces énergies, on s'agite, on cherche un petit peu ce qu'on pourrait mettre en place pour aller bien, pour s'en sortir, et là il émerge des tas de possibilités aux chanceux, aux heureux qui auront l'audace de construire des choses. Et comme je le disais en introduction, ceux qui ne feront rien, ceux qui vont se ramollir, qui vont s'endormir dans des zones de confort parfois très inconfortables, vont subir beaucoup de tensions parce que la vie nous demande d'évoluer. Il y a une tension d'évolution dans les apex, dans les carrés d'évolution, là, qui nous demande de nous sortir un peu de notre immobilisme et de notre contemplation maladive à ce qui est. Il va être temps quand même de passer à l'action, et un ascendant Lion nous aide à ouvrir un cycle intéressant. Et puis Pluton, lui, il est toujours là pour en fond aider à transformer. Il se rapproche là dangereusement entre guillemets dans la nouvelle lune de la porte de la maison 7. Il y a une conjonction pas forte, mais une conjonction quand même qui nous montre que dans le relationnel, nous devons absolument mettre énormément de conscience, et que tous les jugements dans la balance qu'on peut voir qui sont émis à l'encontre d'autrui, de l'autre, le non-respect de la légitimité de l'autre, vont être des handicaps absolument gigantesques pour les personnes qui continuent à rester dans ces jugements. Vous me jugez, je vous juge. Je me sens jugée, je vous juge. C'est comme un ping-pong interminable. Le premier qui dit qui y est, le premier qui arrête de juger, va ouvrir une faille qui va se transformer en grande fissure d'amour dans la relation. Et arrêtons les guerres d'ego. Moi, je me suis vue être moquée par tout un groupe pour différentes raisons, et me ressentir à l'intérieur dans un choix absolument vital de ne pas intégrer ça dans mon ego. C'est le jugement de l'autre, reste le jugement de l'autre. Ce que je fais vous amuse, ce que je vous fais vous déplaise, je vous fais rire, j'ai pas la bonne tête, j'ai pas la bonne attitude, j'ai pas la bonne façon de faire, mais ce n'est que votre propre jugement. Voilà. Et moi, si je fais la même chose, et bien là, j'entretiens le conflit, et j'entretiens l'ego malade qui continue en ping-pong à aller attaquer l'ego de l'autre. Si l'on connaît sa propre valeur, les jugements des autres ne peuvent plus nous blesser, ou alors ça passe comme un nuage passe dans le ciel. Si on ne s'y accroche pas, vous verrez, faites l'expérience d'observer vos propres auto-jugements. Commencez par vous observer vous-même. Et vous allez voir à quel point vous êtes tout le temps en train de vous reprocher des choses, de vous comparer, de vous
faire du mal. Alors évidemment, quand c'est l'autre qui vient en plus appuyer à l'endroit où déjà vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, vous réagissez. Ça active en vous des vieux schémas qui demandent aujourd'hui à être lâchés. Ne pratiquons plus le jugement. Il y a quelque chose qui ment à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, moi j'étudie aussi le tarot depuis quelque temps et je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques et les arcanes authentiques du jeu du tarot de Marseille de Grimaud. Et j'aime beaucoup la carte du jugement. Et je l'ai rencontrée fortement ces derniers temps d'une façon qui est très intéressante. Parce que on arrive au bout du parcours des arcanes du tarot. Quand on arrive à la carte du jugement, c'est la carte numéro 20 et il ne reste que le monde après, l'accomplissement dans le monde. Donc on pourrait se dire c'est une carte d'épanouissement, on a un ange. Alors moi je ne suis pas très portée sur le monde angélique, ce sont des archétypes, hein, ce sont des vibrations, des énergies. Et ce jugement, bah, quand il apparaît dans le tirage ou quand on voit la carte du jugement, on a vraiment cette envie d'accomplissement. Et pourquoi cela s'appelle-t-il jugement pour autant? Ben parce que on ne peut pas rentrer dans notre plein accomplissement et dans l'adoration à soi-même sans rentrer dans l'orgueil si on est dans l'auto-jugement. On est dans l'auto-jugement quand on se voit encore en train de se raconter des trucs à soi-même. Et ça devient impossible. À la nouvelle lune, là, on nous demande de rentrer en rétrogradation à l'intérieur de nous et d'observer en finesse comment on fonctionne par rapport à nos auto-jugements qui vont avec les sabotages, etc. etc. Donc ça, c'était ma petite réflexion autour de l'énergie que je ressens à cette nouvelle lune. Évidemment, on ne peut pas tout dire, donc je ne vais pas non plus creuser plus en détail. Après, je vous incite, si vous avez envie d'avoir une prestation, votre thème de naissance, une peinture de naissance vibratoire, votre révolution solaire, ce sont les études des transits et des planètes pour vous dans l'année à partir de votre anniversaire pour 1 an, ou les synastries, hein, très intéressantes pour les relations avec vos conjoints, avec vos enfants, avec vos partenaires de travail. Donc n'hésitez pas, moi j'aime énormément rentrer dans les roues zodiacales qui sont pour moi des grands mandalas d'amour, des grands mandalas d'expression et de ne pas avoir peur des tensions d'évolution que sont les apex, les oppositions, qui nous permettent justement de sortir des immobilismes dans lesquels nous nous mettons. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu de la pleine lune qui aura lieu le 18 septembre 2024 à 4h35 ou 2h35 en temps universel à partir de Paris. Donc là, c'est intéressant parce que je dirais que pour une fois, depuis un petit moment, je ne vois pas d'interception. Donc, chaque énergie, chaque signe de la roue est à son, on va dire, plein potentiel. Ça, c'est intéressant. L'ascendant de cette pleine lune est également en Lion. Donc, on a la même configuration, on reste bien sur la même énergie que l'énergie de la nouvelle lune. Et donc, on a ce cœur de lion, ce cœur joyeux de fond qui ne veut pas laisser place encore à l'entrée dans l'automne et qui va résister quelque temps. Ensuite, ce qui me paraît intéressant, c'est de regarder à nouveau l'espace où se situait Vénus dans le signe de la balance, et on peut voir que cela s'écarte, cela se dédensifie un petit peu. On est toujours sur la maison 2, la maison 3, donc ça risque encore de nous toucher dans nos valeurs profondes, dans nos possessions, ainsi que dans notre fratrie ou dans notre quotidien, dans ce qui concerne notre quotidien. Une quête toujours d'équilibre est cherchée, et on voit que les lunes noires et lunes sud ainsi que Junon sont toujours en conjonction dans cet espace-là. Donc le travail continue de quête d'équilibre et de nettoyage karmique dans le signe de la balance pour cette pleine lune. On arrive à l'apogée peut-être de ce travail.
Vénus s'est un peu écartée, donc on fait comme ouf, ça détend. Vénus peut reprendre un petit peu de sa place en balance, de ce bel équilibre qui la rend si sensuelle, si agréable. Mais par contre, elle se retrouve directement en carré avec Pluton. Et là, du coup, ça nous montre que le travail de métamorphose, de phénix qui s'opère dans le féminin, n'est pas fini. Il y a encore des tensions qui vont monter. Et comme après, Vénus se dirige tout droit vers le signe du Scorpion, je pense que là, on va rentrer dans un espace où elle est à nouveau beaucoup moins à l'aise et beaucoup plus euh, excitable dans tous les sens du terme. Donc, profitons quand même un petit peu, même s'il y a un carré à Saturne, de cette Vénus en balance, là, à la pleine lune, qui fait quand même un bel aspect, un beau trigone avec Jupiter, qui pourtant reste la planète la plus confrontante, à mon avis, de cette pleine lune. Puisque Jupiter, du coup, en Gémeaux, se retrouve en carré avec le Soleil, la Lune, avec Mercure, avec Saturne, avec Neptune. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension pour la planète de l'expansion, de la joie et de l'enthousiasme. Je pense qu'il y a des choses qui vont, à cette rentrée, nous gêner. Est-ce que c'est une rentrée qui va se trouver chaude parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de choses qui vont nous déranger. On va apprendre des réformes ou des choses qui viennent du sommet de l'État qui vont nous mettre les nerfs en pelote, quoi. Je pense qu'il y a énormément d'émotionnel aussi qui se dégage de cette pleine lune qui se retrouve, par exemple, on a des énergies de tension très puissantes qui viennent et qui partent de la Lune. Euh, donc là, on est sur quelque chose en maison 8 qui continue à nous toucher dans notre inconscient, dans notre spiritualité conjointe à Neptune, et où on est... ouais, on comprend vraiment pas ce qui se passe, quoi. On est perdu dans nos besoins. On a envie de certaines choses, on n'arrive pas à les toucher. Il y a un énorme flottement qui se fait dans l'émotionnel. Et puis Saturne n'aide pas trop il fait aussi opposition à la pensée, carré à Jupiter et des aspects de tension avec Pluton. Donc on est en quête de plus d'équilibre, plus de structure, plus de cadre, plus de repères, mais là on subit quand même de plein fouet le flou artistique de la belle Neptune. Alors, il y a quand même ce cerf-volant qui part du Soleil et qui monte vers la Lune et vers Neptune. Donc, il y a toute une circulation qui se fait entre la Terre et l'air qui aide. Mais les planètes impliquées, c'est quand même Uranus et Pluton. Donc, on peut dire que ce sont quand même des planètes lointaines, spirituelles, de transformation, de rébellion. Donc, on ne sait pas exactement ce que ce soleil va nous proposer durant cette pleine lune, mais on est à coup sûr, on sait que la lune, elle, va nous proposer une tension d'évolution qui va nous faire passer par de l'émotionnel. Il va y avoir toujours des choix qui seront à faire et l'opposition avec Mars qui lui sera rentré du coup dans le signe du cancer, opposition Mars-Cérès, nous demande de faire des choix et d'agir de manière plus sensible, mais peut-être qu'il va y avoir un blocage dans l'expression de notre action, puisque Cérès en Capricorne est un peu contrarié quand même. On peut sentir que cette pleine lune sera dans la continuité directe du travail du cycle de la nouvelle lune. Nous devons à tout prix
souffler sur les braises de Jupiter pour ramener de l'enthousiasme, de la joie, de la foi et de l'espoir, puisque c'est à cet endroit-là que nous allons être le plus en difficulté, je pense. De la dispersion, de l'exagération, des moments de perturbation assez fortes où on va se sentir perdu, à ne plus savoir où aller. Notamment dans nos parts féminines. Fortuna sera sur la maison 7, donc on peut sentir quand même que la communication dans la relation à deux va être un petit peu plus favorisée. Donc là, c'est pareil, je ne vais donc pas interpréter plus longuement cette pleine lune. N'hésitez pas à revenir vers moi pour des prestations, pour pouvoir avoir une étude de votre propre thème. Et je vous souhaite de toute façon un très joli mois de septembre, de belles lunaisons, et puis de garder vraiment votre énergie pour ce qui est important, de vous occuper de vous, de prendre soin de votre intimité. C'est toujours la demande qui est faite par le nœud nord en bélier, de prendre soin de soi, de sa renaissance, et restez bien concentrés sur le travail de cette Vierge, cette Déméter qui laisse sa fille redescendre sous terre, rejoindre son époux Hadès et redevenir la reine des enfers. Elle dit au revoir à sa fille pour 6 mois. Oui, c'est sûr que c'est difficile pour tout un chacun de dire au revoir et puis d'accepter de descendre dans les profondeurs. On n'a pas envie tout de suite d'être à l'automne, d'être en hiver, mais a-t-on vraiment le choix ? Autant essayer de l'accepter et de le vivre le mieux possible, car sur son trône, Perséphone est très heureuse de pouvoir être la reine authentique de ses ombres et de les observer pour pouvoir les magnifier et les ramener à la lumière au printemps prochain. Faisons ce travail d'introspection. De toute façon, les rétrogradations dans le ciel nous y invitent profondément. Et puis, restons le plus possible dans le cœur léger et amoureux du lion, car il y a toujours des très très belles opportunités et de la lumière lorsque l'on a le cœur ouvert. Voilà, un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre.